Astou Camara Diao, donc du bureau d'analyse macroéconomique à l'Institut de recherche agricole à l'Institut sénégalais pardon, de recherche agricole. Peut-être nous donner un petit point aussi, un focus sur la situation du Sénégal, l'utilisation des intrants, comment là aussi on a fait face éventuellement à l'augmentation de leur prix, comment ça a été accompagné. Merci d'avoir suscité ce débat intéressant sur cette question de la dépendance aux engrais. Je vois qu'aujourd'hui le Sénégal est à l'honneur. Vous avez vu deux ministres passer et ça me permet d'axer mon intervention sur autre chose et d'éviter de revenir sur les défis de l'agriculture sénégalaise qui sont les mêmes que l'agriculture à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, mais également les engagements qui sont pris par les États, les stratégies qui sont en train d'être construites pour faire face à des défis, parmi lesquels la hausse des prix des engrais. Et pourquoi c'est important? Parce que parmi un enjeu, en tout cas pour le cas du Sénégal, fort aujourd'hui dans la stratégie de souveraineté alimentaire aujourd'hui, mais je pense qu'on est dans une continuité de politique publique qui s'appelait peut-être il y a 3 mois autre chose que souveraineté alimentaire. Mais en tout cas, la question de la sécurité alimentaire est bien présente. Et un enjeu et un objectif qui est très fort, c'est la restauration des bases productives. Et quand on parle de restauration des bases productives, on sait que la terre, les sols cultivés représentent une bonne part. Alors, l'intervenant précédent a fait une bonne présentation de la situation de l'utilisation des engrais à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, les chiffres sont du même ordre. Moi, je me suis amusée un peu à faire la comparaison entre l'évolution de l'utilisation des engrais entre la France et le Sénégal. Donc, en 1960, au Sénégal, il y avait 2 kg d'engrais par hectare. Au même moment, en France, c'était 123 kg. Alors, dans le temps, on est arrivé à un point culminant en France de 334 kg par hectare. Et c'est en 1989 que cette tendance commence à baisser, jusqu'à arriver aujourd'hui à 163 kg par hectare. Je sais que c'est des moyennes, mais vous voyez la quantité d'engrais utilisée par hectare en France. Au Sénégal, elle est passée de 2 kg à aujourd'hui 25 kg. Et c'est en 2012 que cette quantité au Sénégal a dépassé les 8 kg. Donc de 2012 à aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une politique volontariste de l'État du Sénégal d'accroître la productivité et donc de soutien aux petits producteurs. Et donc ça se traduit par des subventions assez élevées. Aujourd'hui au Sénégal, il y a une subvention sur les engrais qui est à hauteur de 54% du prix. Alors, quand on essaie Pour moi, ce constat, il est important parce que ça permet de relativiser un peu. Aujourd'hui, la tension qui est mise sur les agriculteurs, mais également sur les États, sur la nécessité de réduire les engrais de synthèse. Mais attention, parce que ces chiffres cachent des disparités. Quand on est au Sénégal, on a des endroits où, notamment sur les cultures horticoles, les quantités d'engrais et de produits phytosanitaires utilisés à l'hectare sont extrêmement élevées. Ce qui n'est pas le cas quand on est sur les grandes cultures, donc les cultures de céréales, le mil, etc. Quand on est sur les cultures arachides, la culture arachidière, c'est une culture qui exporte beaucoup de la terre, qui utilise beaucoup d'engrais. Alors, donc, cette question de la dépendance aux engrais, elle est intéressante, non pas du point de vue juste du discours sur l'agroécologie, mais aujourd'hui où nous sommes assez sensibles et nous suivons le débat sur le niveau de dégradation de l'environnement et des écosystèmes agricoles dans les pays du Nord, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut qu'on continue de miroiter et de croire au même modèle agricole? Donc c'est aujourd'hui qu'on a peut-être la possibilité de réfléchir et de repenser le modèle agricole qui permettrait de restaurer les bases productives, de les protéger et de produire pour cette population. Ce qui n'est pas facile, cette question-là. Parce que la population sénégalaise, en 2050, elle va atteindre 25 millions. Donc ça va pratiquement, on est aujourd'hui 17 millions, donc en 2050, nous serons 25 millions de Sénégalais à nourrir. Aujourd'hui, quand on regarde les produits que nous consommons le plus, le riz, le blé, le blé qui est totalement importé, 100%. Le riz, le ministre l'a dit tout à l'heure,
Le lait, voilà, ça c'est les produits que nous importons. Pour produire du riz au Sénégal aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années, notamment avec le riz pluvial, mais c'est du riz irrigué qui coûte très cher en énergie, qui coûte très cher également en intrants. Alors, est-ce que donc l'importance aujourd'hui de réfléchir avec la diversité des acteurs et les sentis et les poser et les porter par des acteurs au Sénégal. Et donc ceux qui portent cette question-là aujourd'hui, c'est à la fois la recherche, beaucoup, la société civile, donc les organisations de producteurs, les ONG, les associations de consommateurs, mais également, je dis l'État parce que ces collectifs d'acteurs organisés qui font du plaidoyer deviennent de plus en plus audibles. Audibles dans le sens où, il n'y a pas longtemps, depuis 2021, il y a eu une décision de subventionner en même temps et les engrais de synthèse et les engrais organiques. Mais là, on peut entrer avec cette possibilité de subvention dans un autre cycle de dépendance. Parce que les engrais qui sont organiques, qui sont subventionnés, sont importés. Donc, et si nous devons construire une souveraineté alimentaire, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Bricard, on doit la construire au-delà de la production simple, donc le paysan qui est sur sa parcelle, c'est comment arriver à être en capacité d'avoir toutes les ressources qui permettent de produire. Et ces ressources-là, ce sont les intrants. Donc, le changement de paradigme de modèle d'agriculture, ou bien en tout cas les combinaisons possibles, sont une entrée pertinente. Parce que nous avons fait des études, notamment, on a fait quelques études prospectives. Et la dernière que nous avons faite, on l'a fait avec le ministère de l'Agriculture. Et nous avons co-conçu dans le CIRAD, le ministère de l'Agriculture et l'ISRA, des scénarios. Et il y avait 3 scénarios très contrastés. Donc, un scénario 100% agroécologique, un scénario agro-industriel et un mix qu'on a appelé coexistence verte. Alors, dans la construction des narratifs des scénarios et dans le travail sur les facteurs, un peu les forces motrices, ce qui est ressorti est que le scénario coexistence verte est celui qui croise le plus, en tout cas dans le discours, les stratégies de politique, la stratégie de la politique de souveraineté alimentaire aujourd'hui au Sénégal, qui a été conçue dans une approche One Health et intégrée dans les dimensions, les différents secteurs de l'agriculture. Par contre, ce scénario-là, pour arriver à pouvoir le porter, il nécessite énormément d'accompagnement. Et ces accompagnements-là, c'est d'abord des accompagnements, mais de l'État, en termes d'accompagnement à l'échelle du territoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment les politiques publiques intègrent cette question d'agroécologie, en tout cas dans les politiques publiques, nous voyons, avec l'agenda international bien sûr, une bonne présence de ce thème de l'agroécologie dans les politiques publiques, dans certains programmes, notamment de l'environnement. Mais on a un peu de mal à comprendre la coexistence au sein de ces politiques publiques d'une forte, comment dire, d'un parti pris, et qu'on comprend carrément de soutien à une agriculture conventionnelle pour continuer à nourrir les Sénégalais et en même temps, parallèlement, une construction de politiques publiques vertes. Au Sénégal, on a le plan Sénégal émergent et on a le PSO vert, le plan Sénégal émergent vert, qui a été une belle initiative, qui a été co-construite avec tous les acteurs de la DITAES, de la recherche, pour voir comment avoir une politique publique qui appuie l'émergence de l'agroécologie. Et ce qui est intéressant et que les acteurs ont porté, c'était que on a dit arrêtons de continuer à construire ces politiques publiques à l'échelle nationale, c'est intéressant, mais il faut voir comment les territorialiser. Comment aujourd'hui accompagner les agriculteurs au niveau des territoires à intégrer leurs besoins d'accompagnement dans les politiques territoriales locales. Donc ça appelle l'engagement des collectivités locales
dans les politiques publiques, ce que nous essayons d'accompagner dans la recherche également au Sénégal. On a une expérience en cours dans la région de Fatick, où on part d'une prospective territoriale et on essaie de voir comment frayer des chemins d'action avec les politiques locales. Et cette prospective-là, à l'échelle du territoire de Fatick, nous a montré comment il y avait des verrous, des verrous carrément installés de l'agriculture conventionnelle avec des agriculteurs. Et tout à l'heure, il y a Tout Cool qui l'a évoqué, l'usage d'engrais. Le faible niveau d'usage d'engrais dans nos pays n'est pas forcément dû à une posture ferme des agriculteurs de faire de l'agroécologie ou bien de ne pas utiliser des intrants. C'est comme s'ils étaient dans une agriculture sans intrants par défaut. Mais quand il y a les moyens de se procurer des intrants de synthèse, ils vont aller le faire. Et la preuve, quand il y a eu en tout cas au Sénégal, il y a eu une surmédiatisation des impacts possibles de la guerre en Ukraine. Et cette surmédiatisation des impacts a créé une tension sur le marché avant même que les produits ne deviennent rares. Et concrètement, je pense que tout à l'heure Nicolas l'a dit, cette crise n'a pas eu l'impact qui était tant annoncé que réellement. Alors le Sénégal est assez particulier parce que l'État a beaucoup subventionné cette hausse des prix. Du coup, le producteur l'a moins senti que les dépenses publiques. Parce que sur la ligne de dépenses publiques au Sénégal, les subventions occupent une place très, très importante. Et les subventions à l'alimentation, la ménagère, dans son panier, ressent moins la hausse des prix, comme l'agriculteur le ressent moins, parce que l'État subventionne beaucoup les produits de base, que ce soit le riz, le blé. Donc la baguette de pain, le prix descend difficilement, parce que quand tu le baisses, tu perds les élections. Vous voyez? Ça, il faut couper. Voilà, donc, merci. Quand un chercheur parle, on a du mal à... Heureusement. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant à noter, je pense que on est conscient aujourd'hui que c'est le moment. Il est temps de voir comment on réfléchit des moyens de produire plus durables. Même si c'est difficile parce que nous faisons face à des besoins alimentaires croissants avec une population qui augmente. Heureusement, il se passe des initiatives dans les territoires. Il se passe des postures d'acteurs qui sont fermes et qui sont convaincus que c'est possible. Mais les investissements publics surtout sont très attendus, que ce soit pour l'accompagnement des agricultures en conventionnel, parce qu'on va continuer à en avoir, comme pour accompagner les initiatives agroécologiques. Merci. Parfait. Merci beaucoup Astou Camara. Donc on a décidément tout vécu cet après-midi. Un conseil des ministres délocalisé, une plateforme